Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, nous sommes bien sur Radio Lac en direct chaque jeudi 14h, 15h, mais également quand vous le souhaitez sur OneTV, vous allez sur onetv.ch. Qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien vous le savez, nous parlons économie. Le nom de cette émission est étonnamment bien trouvé. Puis l'économie à Genève, ce sont aussi les jeux qui se réinventent à Genève. On en aura la preuve dans le troisième tiers de cette émission. Nous allons également parler café, mais pas le café comme on connaît, puisque Bertrand Beau est autour de cette table. Bonjour. Vous êtes le directeur de Cofola. En quelques mots, qu'est-ce que Cofola ? Le Cofola, vraiment en deux mots, c'est du café à manger, tout simplement. On arrête de boire du café, on arrête de manger du chocolat, on mange du café, on mange du Cofola. Et c'est un produit qu'on a lancé sur le canton il y a quelques mois et qui se développe doucement. Donc on en parlera, j'imagine, au fur et à mesure. J'espère bien, c'est le but de votre passage ici. Il se développe doucement, mais sûrement, rassurez-moi. Plutôt bien, oui, on est assez contents. Bon, très bien. Autour de cette table, il y a Alexandra Harris qui est avec nous, directrice communication de la CCIG. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. De nombreux enjeux à la CCIG, y compris des enjeux d'actu avec enjeux GE, comme pour le canton évidemment. Enjeux d'actu en quête de solutions. Nous nous posons des questions et nous essayons d'y répondre. Alors c'est un nouveau cycle d'événements de table ronde qui traite de points dont on parle beaucoup, surtout dans le monde économique, mais qui traite sous l'angle des manques ou des problèmes à traiter. Alors, exemple concret, 19 octobre, sur l'innovation, alors pas pour dire qu'on est géniaux, qu'il y a des gens qui font des choses géniales, ça, il y a Parlons économie pour faire ça. J'allais dire, on peut donc le dire aussi, oui. Exactement, mais Parlons économie, ça va bien pour ça. Non, là, le 19 octobre, on se posera la question de savoir si Genève elle est innovante, mais est-elle suffisamment innovante pour que des porteurs de projets accourent du monde entier pour s'installer ici, pour que des startups disent non, mais moi, c'est absolument à Genève que je veux bâtir mon business, ou pour que des entreprises établies installent leur R&D à Genève. Oui, est-ce que l'innovation est au service de l'attractivité, qui donc est au service de l'innovation, etc., etc. Exactement. Eh bien, rendez-vous donc le 19 octobre. C'est le matin, c'est de 8h à 10h30. Vous avez les informations sur le site de la CCIG, évidemment. Comme toujours. Parce qu'Alexandre Harris fait très bien son métier. Merci beaucoup d'être avec nous. Nos premiers invités, les voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour, Myriel Stodler. Bonjour. Vous êtes senior manager chez EY. On va en reparler parce que là, on va avoir beaucoup d'anglicismes. Je préviens vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Marguerite Bouillet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet politique à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. La compliance permet-elle aux entreprises de bien se comporter ? Parce que c'est ça finalement l'idée de ce que l'on appelle la compliance. On va un petit peu resituer les choses. Qui veut répondre déjà à la définition de la compliance ? Je pense que c'est vraiment une question Alors c'est classique. pour Myriel Stodler. Très jolie patate chaude lancée. Non, compliance en français, conformité, qui paraît un petit peu très dur comme terme. Et je pense qu'il faut le voir parfois comme une opportunité de s'améliorer et d'aller de l'avant. On parlait d'innovation, ça peut être aussi un moteur. Ouais, c'est de la conformité, mais alors au sens extrêmement large du terme. Oui, donc moi, mon credo, c'est vraiment la durabilité, donc conformité en termes de durabilité qui va crescendo ces 2 dernières années au niveau européen, mais aussi au niveau suisse, et qui génère quelques questions pour des entreprises larges, mais aussi plus petites. Et c'est dans ce cadre-là que le cabinet de conseil EY propose quelques soutiens. EY, est-ce qu'on peut juste donner le nom qu'avait EY avant de s'appeler EY ? Parce que c'est vrai qu'on le connaît peut-être encore un peu mieux sous ce nom-là. Oui, alors avant, c'était Ernst & Young. Voilà, c'est vrai que maintenant, on a rebrandé en EY. À l'anglaise, ça va très bien. Donc des nouvelles évolutions sur ces notions-là ? Oui, actuellement d'ailleurs, la CCIG et puis d'autres associations économiques sont sollicitées pour répondre à la mise en œuvre dans les entreprises de principes directeurs de l'OCDE. Donc ça tombe très bien. On peut faire aussi un peu de promotion de ce questionnaire-là. Et en fait, c'est pour prendre connaissance des pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociétale des entreprises. La fameuse RSE dont on a déjà parlé effectivement dans cette émission. Parce que, est-ce que vous avez le sentiment, et notamment chez EY, que les entreprises comprennent exactement ce que veut dire une responsabilité sociétale ? Il faut déjà comprendre la définition avant de l'appliquer.
tout à fait. Et c'est un langage un petit peu à part. Et je dois vous avouer que j'ai pas mal de mes clients qui arrivent un petit peu désemparés, qui ne sont pas habitués à utiliser ce langage, ces codes-là. Et notamment, surtout quand on parle de conformité, il y a en plus le côté juridique qui vient en plus de ces nouvelles thématiques et de comment les appliquer. Donc c'est un vrai enjeu et ça génère vraiment à nouveau beaucoup de questionnements de la part des entreprises. Et est-ce qu'on peut comprendre que pour des entreprises, c'est quand même assez lourd à mettre en place? On a envie de bien faire, mais voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, vous le savez mieux que personne. Et on en parlera aussi à l'échelle un petit peu plus large avec vous, Marguerite Bouillet. Démarrons. Non, mais par exemple l'empreinte carbone, comme vous le dites, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut être un exercice fastidieux et surtout quand il s'agit de conformité, ce que je vois, c'est anticiper. Vraiment anticiper parce que c'est des efforts, c'est parfois des grosses transformations en termes de gouvernance, en termes d'objectifs, de bien comprendre aussi quelles sont les attentes des différentes parties prenantes. Il y a la pression des banques qui se fait de plus en plus constante. Il y a tout l'aspect, bien sûr, législation qui est très fort, mais il y a vraiment ces intérêts-là au niveau des banques qui se fait sentir avec des pressions très concrètes. Donc, le besoin d'agir, et la question, c'est comment ? Oui, exactement. Je pense que c'est très bien que vous souligniez qu'il y a effectivement aussi l'aspect des banques, parce qu'il y a l'aspect des prêts, de la réputation. Donc, il y a aussi pour beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément soumises, surtout en Suisse, il n'y a pas de législation contraignante, par exemple, sur le point de vue financier. On a les Swiss Climate Scores, mais donc c'est des recommandations. Par contre, au moment d'obtenir des prêts, ça peut être des critères qui vont être regardés de près par les banques, et donc où les entreprises ont effectivement intérêt à anticiper ce genre de législation, et puis déjà pouvoir alors se mettre en règle, mais effectivement aussi trouver, je pense, tout à fait des opportunités, voire des opportunités aussi d'économie en matière de recyclage, de réparation, de réutilisation. Il y a aussi sans doute des choses intéressantes, et je pense que c'est très utile qu'il y ait ce questionnaire actuellement mis en place, et puis de l'information, parce que c'est ce qui manque beaucoup pour des entreprises, c'est qu'elles ne savent pas par où commencer, elles ne savent pas si elles sont ou pas soumises à des législations, donc c'est compliqué aussi pour elles, et c'est utile d'avoir des cabinets comme EY qui peuvent aussi les orienter. Et est-ce que vous avez le sentiment, là encore à qui veut répondre, que c'est toujours pour le bien commun, ou que parfois il y a une relation finalement dominant-dominé, celui qui va dire non, on fait comme ça et moi je le décide parce que c'est moi le plus grand acteur, bien les autres vont faire comme ça aussi? Alors, ça dépend. Disons, c'est vrai qu'il y a la question, si vous parlez de la question de la sous-traitance. Par exemple, oui. Et effectivement, là, il y a beaucoup aussi de petites entreprises. C'est bien qu'elles aient conscience quand leur revenu est issu en grande part d'une grosse entreprise, de comment est-ce qu'elle va mettre en œuvre sa mise en règle aux législations auxquelles les grandes entreprises, les multinationales sont soumises. Et effectivement, ça va impacter leurs sous-traitants. Et très concrètement, alors là, il y a des gens qui nous écoutent, qui savent pas trop par où commencer. Est-ce qu'on a des conseils un peu pratiques à leur donner? Alors, d'abord, peut-être le premier conseil, c'est de passer un coup de fil à Myriam Stedler chez EY, mais ensuite... Non, je pense parler avec ces parties prenantes pour vraiment bien comprendre quelles sont les différentes pressions qui sont en jeu, les différents besoins, parce que chaque partie prenante, pour rendre la chose un peu plus facile, ont des attentes différentes. Et puis ensuite, la chose basique, je parlais de l'empreinte carbone. Avant, ça semble maintenant être devenu vraiment la norme. Alors, ce qu'on observe, c'est que pour des petites PME, souvent, elles n'ont pas les ressources, ni les connaissances nécessaires pour faire ce genre d'exercice. Donc, c'est vrai que là, un accompagnement avec des cabinets comme le mien ou d'autres, semble être l'option la plus facile pour les accompagner à court, moyen et peut-être long terme. Et vous allez continuer de nous accompagner autour de ces questions dans quelques instants. Vous restez avec nous sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. La compliance permet-elle aux entreprises de bien se comporter? Des éléments de réponse avec Marguerite Bouillet, responsable de projet politique à la CCIG, Myriel Stedler, senior manager chez EY. Alors, on parlait donc compliance, conformité. On a l'impression que c'est pour les grandes entreprises, les grandes multinationales, oui, mais pas seulement, puisqu'on parlera un petit peu plus tard de Cofola, entreprise genevoise. C'est finalement une tablette de café comme on mange du chocolat, créée par Bertrand Beau. Je remarquais que ça vous faisait réagir quand on parlait compliance un peu plus tôt.
Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est des sujets qui font tout de suite référence à des grosses structures, à des grosses réglementations et des gros chantiers, mais c'est des sujets qui sont très actuels, même pour nous, à notre échelle. On a besoin d'aller vers cette réflexion compliance, d'aller vers cette réflexion d'analyse des process, d'analyse de l'ensemble du fonctionnement, si on veut, pour être sûr que l'entreprise tourne bien, que le produit soit de bonne qualité, que les produits soient fiables, que les gens soient contents, et que nous, on puisse aussi manager l'entreprise et les liens qu'elle peut avoir avec des partenaires extérieurs de la bonne façon, effectivement. J'ai l'impression que vous avez parfaitement compris ce qu'était la compliance un peu au sens large. Alors attention anglicisme, qu'est-ce que la Task Force on Climate Related Financial Disclosure ? Vous avez 2 heures. Non, alors l'acronyme le plus utilisé, donc TCFD, pour les connaisseurs, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, donc ça a été créé il y a maintenant 5 ans, c'est un sous-groupe de travail du G20, et l'objectif c'est vraiment d'avoir un reporting non financier en lien avec financier, mais d'un point de vue climatique, qui soit cohérent, robuste, transparent et comparable. Donc c'est une série de recommandations qui va forcer en fait les entreprises à avoir des objectifs, un plan d'action, une gouvernance qui soit appropriée pour mettre en place des actions en vue de limiter le réchauffement climatique. Et surtout, le point central, c'est de gérer tous les risques inhérents. Si une entreprise a une empreinte carbone très élevée, on peut imaginer, si à un moment donné, il y a des taxes carbone qui vont être mises en place, ça peut très rapidement se chiffrer en millions. Donc comment est-ce que ce risque il est géré ? Le TCFD donne quelques pistes et des recommandations. TCFD, c'est QFD, j'ai presque envie de dire, d'autant plus que le C, il est quand même, il est important, on le rappelle, c'est donc le climat, ce que vous disiez, les choses peuvent se mettre en place. Est-ce que c'est pas le moment de les mettre en place ? Alors vous prêchez à une convaincue, difficile de vous dire non. Je pense que les pouvoirs publics, mais les entreprises, les employés ont aussi compris, sont engagés. J'étais encore hier en discussion avec des clients, avec les employés, où vraiment on sent que les employés eux-mêmes sont tellement engagés, sont aussi très connaisseurs sur ce sujet-là et sont demandeurs que les instances au sein des entreprises les plus hautes vraiment prennent des actions concrètes, prennent des objectifs, soient transparents. Marguerite Bouillet, vous avez le sentiment qu'on s'est réellement emparé de ce sujet ou on en est encore à créer des choses en vue d'eux, justement ? Je pense, comme vous dites, alors même si c'est vrai que ça fait un moment que le TCFD travaille, c'est quand même relativement récent que ces législations entrent en vigueur. Donc, il y a aussi un moment de transition qui est à prendre en compte, où il y a aussi toute une information qui n'est pas forcément encore distribuée à toutes les entreprises. Il y a encore beaucoup de confusion, vraiment au TCFD, quelles seront les obligations potentielles pour les sous-traitants. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, je pense que, comme vous dites, la volonté, je pense qu'elle est là. Il y a une volonté sincère et aussi une conscience de ces enjeux, mais un manque peut-être de certitude sur comment est-ce qu'il faut l'intégrer concrètement dans la mise en œuvre des entreprises. Et puis peut-être, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées, mais il y a aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles. Et c'est pas forcément, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui doivent peut-être un peu plus documenter ce qu'elles font, mais qui sont pas forcément largement hors des clous, surtout pour les petites structures. On les connaît, ces ressources disponibles, ou est-ce qu'il faudrait pas un guichet unique finalement du compliance, ou en tout cas du TCFD pour rester dans les acronymes? Alors, il y a une page au niveau de l'administration, il y a une page disponible sur le SECO, sur la responsabilité sociétale des entreprises, avec des principes notamment qu'il faut déjà mettre en œuvre. Par exemple, les principes directeurs de l'OCDE, je crois. Donc là, il y a des disponibilités. C'est vrai qu'il n'y a pas en Suisse pour l'instant, aussi avec le système fédéral de ressources complètement centralisées, il me semble, où on pourrait tout retrouver. Mais le site du SECO offre plusieurs ressources. Et puis j'avais aussi noté, si jamais, la boussole de durabilité pour les petites et moyennes entreprises. C'est en allemand. Enfin, il y a aussi la version française, mais on le trouve plus vite en allemand, qui s'appelle KM. Comme souvent chez nous, C'est ça, mais donc il y a quand même des ressources faciles à mettre en œuvre pour juste mesurer déjà son impact et puis ensuite voir quelles sont les mesures prioritaires à mettre en œuvre. Ça, c'est un très bon exemple, cette boussole de la durabilité. L'évolution, alors en Suisse, parce que j'ai quand même le sentiment qu'en Suisse, on n'est pas mauvais sur ces questions-là. En tout cas, on a envie de bien faire plus que dans d'autres pays. Est-ce qu'on sait à quoi ça va ressembler tout ça dans 5-10 ans ? Je sais bien que vous n'avez pas la boule de cristal, mais quand même.
Pour l'instant, on n'a pas la même réglementation que l'Europe. Donc, en Suisse, on a des recommandations au niveau financier qui sont les Swiss Climate Scores, qui sont aussi un effort de montrer que les entreprises, elles peuvent intégrer des objectifs et puis ensuite les mettre en œuvre elles-mêmes. Après, dans 5 ou 10 ans, c'est difficile à prévoir. Mais en tout cas, on en est là, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Non, je pense que les exigences, en tout cas les signaux qu'on observe, c'est que les exigences seront de plus en plus élevées, que ce soit par rapport à la transparence, par rapport aux objectifs de réduction, par exemple, des gaz à effet de serre. Il fait 22 degrés mi-octobre en même temps, hein, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit. Mais vous avez fait bien plus que dire simplement cela. Mireille Stedler, vous qui êtes donc senior manager chez EY, Marguerite Bouillet, responsable de projet politique à la CCIG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Et si vous passiez au Cofola Suisse, Bertrand Bourre, bonjour. Directeur donc de Cofola, vous avez des cofolateries qui fabriquent donc du Cofola. Alors ça ressemble à du chocolat, ça n'a pas le goût du chocolat et justement ça n'est pas du chocolat. J'en mange un bout. Voilà, exactement. Donc on fait du cofola dans des cofolateries avec des cofolatiers. On a ce produit qui se lance doucement, qui ressemble fortement à du chocolat, qui est très proche visuellement, qui même a cet arrière-goût de chocolat. On pourrait croire à un chocolat au café, ouais. Mais c'est un produit qui est fait seulement à partir de café et de mélange derrière, mais sans cacao, sans chocolat. Alors tout d'abord, vous est venue d'où cette idée-là ? Vous êtes réveillé un matin, vous vouliez boire un café, vous avez dit bah tiens, autant le manger, ça ira plus vite. C'est pas loin de la vérité. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit bah tiens, on va essayer d'autres choses. Et puis j'ai fait des mélanges dans une cuisine d'un petit immeuble à l'époque. Et puis on a trouvé c'est Breaking Bad votre affaire. Pas loin. Et puis on a trouvé des idées avec mes premiers associés et qui n'étaient pas forcément très très bonnes ces idées. On avait un arrière-goût de café, mais c'était loin d'être fini. Et puis le temps de finaliser le produit, la recette, de trouver les bonnes machines, de trouver la bonne structure. Le produit s'est lancé il y a maintenant un an et demi. Mais pourquoi ? Dans le sens où on est tellement fiers d'avoir notre bon chocolat suisse, ça va être difficile d'être fier de notre café. Pourquoi pas ? Je pense que le Cofola aujourd'hui est produit, puis le sera encore pendant j'espère, aussi longtemps que possible, est produit à Genève. Ça reste un produit qui est du canton, c'est donc a fortiori un produit qui est suisse. Je pense qu'on peut tout à fait inscrire ce produit dans la dynamique de dégustation aujourd'hui du pays et en être très fier dans les prochains mois, prochaines années. Et franchement, vous avez atteint un très bel équilibre au goût, parce que je viens d'en manger un. Merci. Et c'est très bon. On se dit pas, je viens de croquer un grain de café. Alexandre Harris. Sur cette belle entreprise genevoise. Mais alors, déjà, je confirme que c'est très bon, parce que j'ai aussi eu droit, d'ailleurs, j'attends le deuxième service tout à l'heure. Café, chocolat, savez-vous que la Suisse exporte 3 fois plus de café que de chocolat ? Je l'ignorais. Et ben voilà, moi aussi, jusqu'à ce que je l'entende il y a 15 jours. C'est le négoce international, hein, bien sûr. Mais ceci dit, vous me posiez une question. Non, je vous demandais surtout ce que vous pensiez de cette entreprise genevoise. C'est typiquement le genre de jeune pousse qu'on aime bien avoir dans cette émission. Oui, mais c'est très sympa parce que quand quelqu'un invente un produit qui est bon à manger, c'est de toute façon sympa. Ce qui est intéressant après, c'est de savoir, je pense qu'il nous le dira, quel est le développement possible. Est-ce qu'il y aura une pérennité de l'entreprise ? Parce que c'est ça, naturellement, qui compte. Là, en plus, vous déménagez, donc voilà, vous prenez des beaux quartiers, là. Je vous laisse répondre à Alexandre Harris. Non, c'est ça. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on doit maintenir la structure avec une petite activité, la production qu'on a actuelle, avec les employés qu'on a actuellement aussi. Et aujourd'hui, on veut vraiment pousser le produit sur des quantités un peu plus importantes, sur un segment un peu plus important aussi, mais en restant malgré tout très fier d'être à Genève, très fier de ce qu'on fait avec la façon assez artisanale malgré tout qu'on a mis en place. Et effectivement, on déménage dans une prochaine usine qui est entre 7 et 8 fois plus grande dans le premier trimestre 2023. Donc on essaie de rester à Genève, rassurez-moi. On reste à Genève. Voilà, on va 200 mètres plus loin, on passe à Satigny, on quitte Mérin. Mais on reste sur le canton évidemment. Et puis on se développe et on aimerait continuer à développer l'activité sur la Suisse romande évidemment. Vous dites on parce que vous n'êtes pas tout seul. Il faut qu'on cite Mathias et Marc-André. Exactement. Mes 2 premiers associés, Mathias et Marc-André. On a aussi Denise, Fabio et puis Philippe qui nous accompagnent sur la partie financière. On a une douzaine d'employés
employés qui nous suivent aussi derrière, et qui nous supportent tous les jours dans nos idées. Donc, on a vraiment une super équipe aujourd'hui et c'est toujours plus agréable de parler en équipe que juste une idée propre. Ce genre de produit, le Kofola, me fait penser à une maxime de Christophe Colomb qui disait c'est simple, mais il suffisait d'y penser. Parce que finalement, ça n'avait pas été fait. Alors, vous êtes, et ce n'est pas du tout injurieux de le dire, une PME. En Suisse, on a quand même des grands acteurs sur les produits à manger. Je pense à un Nestlé, par exemple, vous voyez, sur le chocolat, des choses comme ça. Est-ce que ce sont des comparses? Est-ce que ce sont des concurrents? Est-ce que ce sont des gens qui vont peut-être un jour vous racheter et vous en serez très heureux? On est toujours très heureux de discuter de plein de choses avec ces gens-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit où l'ensemble de la chaîne de valeur est maîtrisé. C'est-à-dire qu'on achète le café vert, on le fait torréfier par Carasso à Genève pour avoir un maximum de maîtrise sur le canton également. Mais c'est nous qui sélectionnons l'ensemble des processus de torréfaction. On source notre sucre et notre lait en Suisse, évidemment. Le beurre de cacao vient un petit peu plus loin, mais grosso modo, l'ensemble du concept est fait ici. Et notre activité principale en tout cas, c'est de produire une masse de Kofola qui est équivalente à la masse de chocolat qu'on pourrait utiliser en chocolaterie ou en cuisine, et donc qui est utilisée par différents chocolatiers, certains gros sur le territoire, certains moins gros sur le territoire aussi. Mais l'idée, c'est d'être plutôt fournisseur de matières premières avec des séries de produits finis B2C qui sont vendus sur le canton pour ancrer la marque autour de nous, mais on reste fournisseur de ces potentiels concurrents, comme vous les appelez. On est plutôt concurrent avec des entreprises comme Barry Callebaut qui font des quantités astronomiques de chocolat qui vont être ensuite vendus et revendus et moulés par des chocolatiers. Est-ce qu'on prend le risque d'en manger trop? Est-ce qu'un grain de Kofola équivaut à un café? Non, on est sur des segments très similaires au chocolat. Dans le chocolat, on a de la théobromine qui est la même molécule que la caféine en soi. Donc, vous pouvez manger quasiment autant de Kofola que de chocolat, à peu de choses près. C'est plus le sucre qui viendra poser problème à partir de 6-7 tablettes par jour. C'est pas grave, j'en reprends un pendant la pause. Restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Et si vous passiez au Kofola Suisse, Bertrand Beau, le directeur de Kofola, essaye de m'acheter avec des grains de Kofola et ça marche complètement. Il y a aussi la pâte à tartiner, il y a les tablettes, des choses, on l'a dit, fait à Genève. Alors bien entendu que le café ne vient pas de Suisse. Comment est-ce que vous le choisissez? Vous l'achetez en gros? Ça fonctionne comment? L'achat du café de manière générale fonctionne de façon assez complexe, mais nous, de notre côté, on essaie de trouver des partenaires qui nous aident à sélectionner des fermes relativement qualitatives, avec des produits qui sont suffisamment produits en grande quantité pour avoir des goûts qui soient stables et fixes, mais en même temps d'avoir des suffisamment petites fermes pour avoir un lien avec l'ensemble des partenaires qu'on peut avoir. On essaie d'avoir la maximum de certifications, donc on parle des certifications OUTS notamment qui souligne la bonne récolte, le bon fonctionnement des fermes, avec l'absence d'enfants qui travaillent, avec des rémunérations pour tous les acteurs, avec des rémunérations justes pour tous les acteurs. Donc on a cette idée de faire au mieux avec ce marché qui est parfois un petit peu flou. On va essayer d'aller au maximum dans les fermes justement à visiter avec mes associés pour vérifier tout ce qui se passe et que ces normes soient bien respectées. Et puis après on essaie de choisir un maximum de cafés différents pour notre gamme, avec des goûts peut-être plus acides, peut-être plus amer, peut-être plus sucré sur la fève même, et de montrer au monde, mais en tout cas à Genève, et puis aux gens qui consomment le produit. Bon début. Voilà, exactement. Que le café n'est pas forcément seulement le café de restauration qu'on peut avoir. On a des cafés de spécialité qui sont parfois très acides, qui ont des goûts qui peuvent tirer sur la framboise, sur le miel, et on arrive complètement à retranscrire ça dans le Kofola. Et c'est amusant de pouvoir jouer avec ses origines. Est-ce qu'on peut justement acheter du Kofola plutôt, je sais pas moi, goût corsé, plutôt goût fruité? Alors c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. On a aujourd'hui une gamme de 5 origines, avec notamment la Colombie, l'Éthiopie et le Kenya qui sont les 3 principales. La Colombie qui est plus classique, le Kenya qui est beaucoup plus acide, et puis l'Éthiopie qui est très très mocha dans le goût final, donc encore plus proche du chocolat. Et puis cet ensemble qui peut être fait avec ou sans sucre, avec ou sans lait, donc qui renforce plus ou moins l'intensité du café à l'intérieur. Donc on a un panel de dégustation très large. Parce qu'on peut acheter tout ça bien entendu dans certains commerces. Vous avez des informations sur le site kofola.ch. On peut également en trouver dans des restaurants, j'ai vu.
Oui, on a des restaurants qui prennent l'accompagnement café, donc un bord de tasse avec un petit grain de kofola à déguster en fin de repas. On a des restaurants qui prennent de la masse au kilo pour faire des recettes. Différents restaurants à Genève qui font de la chasse du gibier, notamment dans cette saison, avec un petit carreau de kofola pour soulever un petit peu le goût de la sauce. On a des desserts qui sont faits chez des pâtissiers, dans des restaurants aussi. Voilà, on a tout un ensemble de gammes qui sont finalement les mêmes que ceux du chocolat dans l'ensemble de nos partenaires. C'est la raison pour laquelle vous souhaitez tout faire à Genève, parce que même vos partenaires sont du coin, sont locaux. Alors, on a essayé vraiment de s'inscrire dans un maximum dans le canton pour remercier aussi le fait que le canton nous a aidés, nous a beaucoup conseillé quand on a essayé de lancer. On a aussi beaucoup d'activités qui sont sur le canton qui sont intéressantes. Donc on essaie de rester un maximum dans le coin avec le maximum de partenaires aussi. Maintenant le kofola se vend aussi en dehors de Genève, se vend aussi en dehors de Suisse. Donc il faut trouver le bon équilibre sur la répartition. Mais j'aimerais qu'on parle d'un mot de finalement cette force d'entrepreneuriat, et aussi avec vous, Alexandre Harris, parce que on se faisait la réflexion en antenne. C'est un goût que je ne connaissais pas, c'est un nouveau goût, ce qui est quand même assez rare quand on a un peu plus de 5 ans et demi. Et je me suis dit, moi, si j'avais eu cette idée, je me serais dit, quelqu'un a déjà essayé, ils l'ont sûrement pas fait, sinon ça existerait. Non, vous êtes allé au bout, ce qui fait toute la différence. Et j'aimerais bien aussi avoir l'avis d'Alexandre Harris là-dessus. Mais d'abord vous-même. Alors oui, quand on a trouvé la première recette qui était un petit peu moins grossière que les simples essais dans cette fameuse cuisine, l'idée c'était de trouver le bon fonctionnement pour essayer de voir jusqu'où on pouvait aller avec le produit, et ensuite de voir ce qui avait déjà été fait ou pas. Et beaucoup de produits au chocolat café avaient déjà été faits, et puis sont encore faits aujourd'hui. Oui. Ils sont très bons d'ailleurs, mais personne n'avait vraiment abouti la démarche de faire un produit seulement café. Et voilà, ils ont recherché, on a dû rechercher un petit peu ce qui pouvait être fait. On s'est fait accompagner pour toute une série de brevets qui a été déposés pour essayer de sécuriser un maximum l'idée. Et puis maintenant, on se rend compte qu'en dehors de la blague entre amis d'un produit qui n'existait pas ou pas de la même façon, maintenant on se rend compte que c'est un produit qui plaît, qui fonctionne bien et puis qui nécessite d'être développé. Donc on se prend au jeu. Oui, effectivement, il y a différents types d'innovation. On a déjà eu l'occasion de le dire dans cette émission. Il y a de l'innovation produit, mais aussi de l'innovation commerciale. Alors, il peut y avoir simplement la personne qui a une idée. Et puis voilà, elle a une idée. Et puis il y a encore ceux qui ont une idée. Alors quand elle est complètement neuve, parce qu'il y a une étude de marché qui a été faite, évidemment, il faudrait en tout cas toujours passer par une étude de marché. Mais enfin, parfois, il y a quelques coins qui sont coupés, mais même si l'idée n'est pas totalement révolutionnaire, il suffit parfois d'une manière différente de la mettre en avant ou de changer quelque chose un peu, et tout à coup ça devient un produit, un concept, quelque chose qui trouve son marché. Un marché qui évidemment va s'agrandir, j'imagine que c'est la vôtre choix. C'est pas pour rien que vous prenez des locaux plus grands aujourd'hui. Quelles sont les prochaines échéances pour vous ? Donc le déménagement sur début d'année prochaine, on a des gros développements aussi à l'international, notamment en Amérique du Nord. On a toute une série autour de Dubaï, tous ces pays qui sont aussi très très friands de café. L'Europe forcément avec des gros pays consommateurs de café et de chocolat comme la France et l'Allemagne qui ont beaucoup de demandes. Donc voilà, aujourd'hui on est fortement limité par la production qu'on a aujourd'hui à Meyrin avec un maximum de 100 tonnes à l'année qui peuvent être produites. Donc on a hâte de pouvoir s'exprimer pleinement avec cette nouvelle usine. Toute dernière question, il y a quand même un petit peu de chocolat là-dedans ou pas du tout ? Pas de chocolat, pas de cacao. Ce que je voulais dire, c'est que les gens qui n'ont pas goûté vos détracteurs pourraient dire, il a simplement, au lieu de faire du chocolat au café, il fait du café au chocolat. Finalement, il fait la même chose. Non, c'est un autre. Non, justement, c'est vraiment un nouveau produit. C'est ce qui fait qu'on a pu poser ces fameux brevets. C'est ce qui fait aussi qu'on arrive à des goûts aussi tout à fait différents. Et puis c'est ce qui éveille l'intérêt parmi nos gros clients dans le chocolat, d'avoir cette nouvelle masse et ce nouveau goût justement. Et comme on se l'a dit avec Alexandre Harris durant la pause, j'en prends un dernier. Mais alors un dernier. Merci beaucoup Bertrand Beau, directeur de Kofola, la Kofolaterie. Bien vous la retrouvez sur kofola.ch. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Les jeux se réinventent-ils à Genève ? Bonjour Tiffany Fortuna. Vous êtes community manager de Calayan. Avec nous également Damien Vimin, bonjour. Bonjour. Responsable de Sketchies. Et Sylvain Chaguet qui termine son Kofola. Bonjour à vous. Bonjour. Cofondateur de Dreamscape. On va parler justement donc de ces jeux, je dirais presque nouvelle génération. Alors on va commencer très classiquement. Qu'est-ce que... démarrons par Calayan.
Alors Kalayan, en fait, nous on propose 5 expériences immersives, donc allant du jeu virtuel à l'escape room. On passe aussi par le quiz en plateau ou encore l'éveil des sens. Le quiz, typiquement, on a passablement parlé aux eaux vives, cette quiz room qui ressemble un peu à un qui veut gagner des millions, ça c'est vous. Exactement. Voilà. Quand je parle de jeux nouvelle génération, c'est ça en fait, on est au cœur du jeu, que ce soit en réalité virtuelle, augmentée ou alors dans le dur. C'est ça. Voilà. Ça fait combien de temps que vous existez ? Alors, ça fait depuis 2021, quiz, mais Kalayan existe depuis 2017. Donc, voilà. Et Sketchies, qu'est-ce que c'est ? Sketchies, c'est un bar karaoké, en fait, une arcade de 500 mètres carrés. Donc, on a vraiment pris le concept japonais au niveau des salles karaoké. Donc, c'est des salles à thème qui sont en privatisation. Et on a tout un bar à jeu avec des pistes de shuffleboard, donc des pistes interactives, on appelle ça. C'est un peu comme au bowling. Donc, vous avez vraiment des écrans avec toutes des animations et un système de caméra qui s'occupe de calculer les points automatiquement. Donc, on reste sur un vrai jeu de fléchettes. Et on a 2 pistes de shuffleboard, donc c'est du curling sur table. C'est des tables de 7 mètres de long à peu près. Donc ça met un petit peu de fun. On chante que j'irai où tu iras et après on va jouer aux fléchettes et après on joue au curling. Exactement. Après on reste également un bar tapas, donc les gens peuvent juste venir manger chez nous ou boire un verre. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces animations autour. Là, on est nettement moins dans quelque chose justement de réalité augmentée. J'ai l'impression qu'on prend un peu le meilleur de certains aspects de divertissement et on les met sous le même toit. Oui, c'est à peu près ça, effectivement, ouais. Et Dreamscape, terminons avec vous, Sylvain Chaguet. Alors nous, on est vraiment dans la réalité virtuelle, mais qui a quand même un pendant physique aussi, c'est-à-dire que donc on a plusieurs salles. Donc on vient d'ouvrir à Confédération Centre notre premier espace au sous-sol qui propose 3 types d'expériences, qui sont des expériences qu'on peut faire à plusieurs, de 4 à 8 utilisateurs. Donc vous venez avec votre famille ou vos amis, et on va se retrouver à plusieurs utilisateurs, immergés vraiment dans une expérience virtuelle. On va pouvoir voir son propre corps, voir l'avatar des autres utilisateurs qui sont avec vous, interagir avec eux et aller dans différentes expériences. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est mis à l'honneur à Genève, notamment à travers les prix de l'économie, cette question de réalité augmentée. Effectivement, Dreamscape est issu de la Fondation Artanim qui a reçu cette année le prix spécial du jury. C'est une fondation, donc cette caractéristique l'empêchait d'avoir l'un des 2 autres prix, donc prix de l'économie genevoise au prix de l'innovation. Mais le jury a souhaité distinguer différentes choses parce qu'il y avait d'abord l'innovation de la recherche qui est à la base, et il y a ensuite l'application qui a été faite, et parce que c'est ça, enfin Monsieur Chaguet le dira mieux que moi, mais c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que la même technologie a des utilisations extrêmement sérieuses, notamment médicales, mais on peut aussi faire des jeux que les collaborateurs de la Chambre de commerce ont expérimentés, puisque c'était le point de chute de notre sortie annuelle. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'univers de Matrix ? Parce que je sais que Artanim a collaboré avec Warner. Non, alors moi j'ai choisi la révolution phasiste. D'accord. Écoutez, chacun ses loisirs. Mais exactement. Ce qui est d'ailleurs tout l'avantage de la réalité virtuelle, à part ça. Chacun ses loisirs, on peut choisir ce que l'on va faire. C'est vraiment la force de ce médium, c'est qu'on peut vraiment raconter tout et n'importe quoi et faire vivre justement des choses qu'on n'aura jamais la possibilité de vivre réellement. Retourner dans le passé, voyager dans l'espace, voler à d'autres dragons, par exemple. Ce qui rejoint finalement, ce qui vous rejoint, vous 3 dans ce studio, c'est l'immersion finalement, c'est vraiment le point commun. Aujourd'hui, on peut pas faire autrement, on est obligé de miser sur l'immersion. On connaît tous les autres jeux depuis trop longtemps, vous avez le sentiment ? Par exemple, Tiffany Fortuna. Oui, moi je pense que c'est bien d'innover. Il faut toujours sortir aussi de nouveaux concepts, sortir un peu des escape games classiques. Donc de par nos activités aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et ça coûte pas très cher à entretenir tout ça, parce que si on veut avoir de la place, il faut de la place. On est à Genève, la place ça coûte cher. Il faut en faire des enterrements de vie de garçon ou de jeune fille. C'est sûr. Team building, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille, etc. Plein d'événements. Donc tout est possible aussi chez nous. Mais en termes de coûts, est-ce qu'on sait ce que ça représente ? Est-ce que vous voulez le dire d'ailleurs ? Est-ce que vous rentrez dans vos frais ? Oui, écoutez, tout va bien pour nous, donc on est très contents. D'accord. J'ai l'impression qu'à côté de moi, Damien Vimin, vous étiez un peu plus... Non, c'est comme vous dites, on est à Genève. Nous, comme je dis, c'est comme une arcade de 500 mètres carrés, donc il faut déjà la trouver. Et puis, je vous demande juste de vous rapprocher un petit peu. Pardon, excusez-moi. On entend mieux, merci. Non, comme je disais, c'est quand même une grande arcade, donc forcément, ça gère des coûts. Il y a toute la décoration.
Et on reste un bar, donc on ne sait jamais si on va être plein ou vide. Hein. C'est vrai que c'est... Parce que les gens à Genève ont quand même un peu l'habitude d'aller souvent dans leur même bar. Donc on fait un nouveau bar cocktail comme on a chez nous. C'est un peu compliqué d'amener de la clientèle. Mais là, pour l'instant, on marche plutôt bien et on marche beaucoup sur les privatisations. Donc voilà, comme le disait Tiffany, les team building. C'est vrai que pour des soirées d'entreprise, par exemple, de 100 à 150 personnes, ça change un petit peu de l'ordinaire. Comme ça, les gens peuvent aller chanter, se défouler un petit peu aussi. Donc, Et la réalité virtuelle, est-ce qu'on a besoin d'espace? Parce que finalement, on met un casque, on a tout l'espace qu'on veut autour. Alors notre approche, oui, parce que donc justement, on essaye de se démarquer de ce qu'on va pouvoir faire en réalité virtuelle à la maison avec du matériel grand public. Et donc justement, là, on a besoin de salles avec un grand espace dans lequel on peut se déplacer librement, pouvoir rajouter tout un tas d'éléments physiques aussi avec lesquels on va pouvoir interagir. On mentionnait la calèche juste avant, quand on retourne dans Genève en 1850 par exemple. Tout un tas d'éléments qui vont permettre de rendre l'expérience beaucoup plus immersive que ce qu'on va pouvoir faire à la maison. Et dont on va continuer de parler dans un instant. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Les jeux se réinventent-ils à Genève? Oui, la preuve avec Sylvain Chaguet, cofondateur de Dreamscape, avec Damien Vimin, le responsable de Sketchies, et avec Tiffany Fortuna, community manager de Kalayan. Ces jeux très immersifs, c'est ce que l'on disait, c'est vraiment le cœur de meule de cette intervention. Le team building, on en parlait, même la CCIG a fait son team building avec de la réalité augmentée. On est vraiment passé, j'ai l'impression qu'on a vraiment franchi une barrière en termes de ce que l'on fait entre collègues finalement. Est-ce que vous ressentez la même chose? Bah oui, forcément. Moi, je trouve que les gens, ils cherchent un peu des nouvelles choses à faire, parce que les team building, si on va toutes les années au même endroit ou dans un restaurant, ça devient un petit peu barbant, quoi. Mais il faut quand même accepter de la part aussi d'un responsable de dire, typiquement, je vais aller alors faire des fléchettes, pourquoi pas, mais faire un karaoké, c'est-à-dire utiliser tout l'espace de Sketchies avec mes subordonnés. Bien sûr. Après, c'est pour des grands événements. Donc, c'est vrai qu'on parle quand même de 100 à 150 personnes. Quand on parle de 30-40 personnes, nous, on ne prend pas les privatisations pour des petits groupes comme ça. Après, comme je parlais, moi, pour Kalayan, par exemple, c'est vrai qu'un escape room avec tous ses collègues de travail, déjà, on sort un peu du boulot. Et puis, ça permet un peu de voir les gens un peu plus naturels, on va dire, un peu plus vrais. Vous partagez le constat, messieurs, dames ? Oui, exactement. Nous, on remarque que justement les personnes veulent un peu changer leur façon de faire, veulent découvrir de nouveaux endroits. Donc voilà, notamment grâce à nos jeux aussi, on a vraiment des jeux totalement différents. Donc on peut aussi répondre à différentes demandes. Donc c'est aussi ça qui est sympa. Alexandre Harris, est-ce que l'on redécouvre ces équipes quand on va faire ce type de team building que vous avez fait? Je rappelle que vous êtes directrice communication, donc il y a quand même des gens qui travaillent pour vous à la CCIG. Oui, mais alors justement, c'est que chez nous, on a fait la sortie pour s'amuser. Pas vraiment pour faire du team building. Et puis comme les groupes, Sylvain Chaguet l'a dit, dans chaque expérience, nous on est 30 en tout, mais on était, je ne sais plus, 5-6. Donc ce que nous faisons, c'est de mélanger les départements pour être sûr qu'on essaie, pour être sûr, on essaye d'éviter d'être avec les collègues avec lesquels on est tous les jours. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir parler avec d'autres. Parce qu'il y en a certains, il y a des métiers très spécifiques à la Chambre. Par exemple, tous ceux qui s'occupent des documents d'exportation. Dans le quotidien professionnel, on n'a pas énormément de choses à se dire. Mais là, au moins, on peut se parler, échanger sur un autre mode. Et puis, on peut s'amuser. Nous, on a cherché à s'amuser. On bosse dur toute la journée. De temps en temps, il faut un peu se lâcher. Je ne suis pas là pour vous le reprocher, je vous rassure. Alors, il n'y a aucun problème. J'entendais bien ainsi. Donc, ces jeux très immersifs, évidemment qu'ils sont là pour durer, mais il va falloir, j'imagine aussi au bout d'un moment, renouveler un peu le concept. Une fois qu'on sera venu, par exemple, chez Quiz Room, qu'on aura fait plusieurs fois cette sorte de jeu télé, on aura peut-être envie d'autre chose, non? Alors nous, en fait, ce qui est bien chez Quiz Room, c'est qu'il y a différents quiz. Donc par exemple, là, il y a le blind test qui vient de sortir. Donc ce qui est sympa, c'est que par exemple, si on a fait le quiz dit basique, on peut revenir pour faire le blind test ou d'autres quiz. Donc voilà, on essaye aussi d'évoluer et que ça plaise un peu à tout le monde, quoi. Et c'est la même chose chez vous, chez Dreamscape, Sylvain Chaguet? Oui, bien sûr, il y a une question de programmation, c'est-à-dire que un peu comme au cinéma où il faut rafraîchir le contenu de manière régulière, on a aussi cette problématique qui est que pour faire revenir les gens, justement, il faut qu'on puisse leur proposer des nouveaux types d'expériences. Donc on en a pas mal qui sont en stock et qui justement seront mises à disposition au fur et à mesure du public genevois. Le but, c'est de s'exporter. Alors, on a commencé par s'exporter en fait avant de venir ici. Oui, c'est vrai. C'est une nouvelle arcade à Genève. Exactement. Nos 5 premiers centres ont été ouverts soit aux États-Unis, soit à Dubaï, et donc le 6e, qui est enfin celui qu'on a ouvert retour à la maison entre guillemets ici à Genève. Donc depuis quelques mois, dont on est très fiers. C'était prêt avant Confédération Centre d'ailleurs.
d'une certaine manière. Je ne commenterai pas là-dessus, mais oui. On attend encore les cinémas. Mais est-ce qu'on communique de la même manière aux États-Unis, à Dubaï et à Genève quand on a un produit aussi unique finalement que le vôtre? Alors, on se base beaucoup sur le bouche à oreille, déjà de base, parce qu'on a la chance d'avoir quelque chose qui effectivement génère quand même un peu des émotions assez fortes chez les personnes qui peuvent venir. Donc, c'est déjà une bonne base, en tout cas, de démarrer là-dessus. Après, ce qui est très difficile dans notre cas, c'est d'arriver à faire comprendre à quelqu'un ce que c'est justement que Dreamscape sans pouvoir le tester directement. Donc c'est un challenge qui est assez problématique justement pour faire de la communication classique ou même à la radio, ce genre de choses, arriver à faire passer vraiment l'image ou donner l'impression de qu'est-ce que vraiment on peut qu'est-ce qu'on peut retrouver, découvrir? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme expérience juste en entendant parler de oui, vous avez un casque et puis enfin voilà, c'est assez compliqué. Oui, quand c'est l'univers qui s'ouvre à vous, c'est sûr que c'est compliqué effectivement voilà. de savoir exactement où l'on va. Damien Vimin, alors je vais vous taquiner, mais vous, on sait déjà ce qu'on va trouver chez vous. Dis donc, on va aller faire un karaoké encore, alors qu'il y a plein d'autres choses qui se font. Après, il y a 46 000 musiques, hein, donc je pense qu'il y a quand même du choix, quoi. Donc non, puis après nous, on renouvelle les musiques forcément à peu près tous les 6 mois. Après, c'est vrai qu'au niveau des jeux, on va pas pouvoir vraiment les changer parce que les tables, c'est quand même des tables de 7 mètres de long, donc pour le shuffleboard, et les fléchettes sont quand même incrustées au mur. Mais après, on essaie de changer, ça va être notre carte de tapas, notre carte à cocktail, donc on fait sûrement tous les événementiels Halloween, Noël, Nouvel An, donc tout ça, on va marcher là-dessus. Alors là, ça va être votre saison, hein, très clairement. Damien Vimin, responsable de Sketchies, Sylvain Chaguet, cofondateur de Dreamscape, Tiffany Fortuna, vous êtes community manager de Kalayan. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission OneTV.ch pour la retrouver quand vous voulez. Et puis chaque jeudi, 14h-15h sur Radio Lac. Merci à Noah Sherman pour la réalisation. Merci à Nicolas Grangier pour la coordination, la préparation de cette émission. Et merci Alexandre Harris. On rappelle ces enjeux d'actu. Comment mettre l'innovation au service de l'attractivité de Genève? Vaste question importante à laquelle on répondra quand? Le 19 octobre, entre 8h30 et 10h le matin, à la Maison de l'Économie. Qui se trouve à l'Arrêt Théâtre, puisque là, les TPG seront de retour. Voilà, merci beaucoup. L'espérons. À la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.